Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans Art et Marché, l'émission qui vous ouvre les portes du marché de l'art. Et aujourd'hui, nous nous penchons sur l'IA comme outil pour estimer la valeur d'une œuvre d'art. L'entreprise Wonder AI a développé un logiciel dédié. Et j'ai le plaisir de recevoir Sophie Perceval, qui est cofondatrice de Wonder AI, pour comprendre comment l'intelligence artificielle peut soutenir le marché de l'art. C'est parti pour Art et Marché. La question de la valeur d'une œuvre d'art est au cœur des préoccupations du marché de l'art et l'IA pourrait être un outil bien utile pour faciliter son calcul ou sa vision. Pour en parler, je suis ravie d'être en compagnie de Sophie Perceval. Bonjour. Bonjour Sylvie. Merci d'être avec nous. Alors vous êtes cofondatrice de Wonder AI et avant de rentrer un peu plus spécifiquement dans vos missions, est-ce que tout d'abord vous pouvez nous dire à quel point l'IA a investi le marché de l'art? Est-ce que c'est déjà quelque chose qui est très présent ou au contraire on est vraiment sur les prémices? Alors, il y a deux aspects. L'IA est très présente dans le marché de l'art du point de vue de l'IA générative. Ça fait très longtemps qu'on parle, maintenant ça fait plusieurs années qu'on parle d'œuvres créées avec l'aide de l'IA. Donc, il y a tout un mouvement aussi parmi les artistes pour travailler avec l'IA, pour utiliser l'IA comme un nouvel outil. Ça, c'est vraiment, en général, c'est de ça qu'on parle dans l'IA. Quand on parle IA et art ou IA et culture, on parle copyright, on parle droit des artistes dont les œuvres pourraient être utilisées à leur insu pour entraîner des modèles. On parle aussi d'IA générative. On parle rarement d'IA au service des experts. Oui. Nous, on a créé le premier modèle dans ce domaine et on n'est pas très nombreux dans ce domaine à travailler, tout simplement parce que ça demande des types de data qui ne sont pas faciles à obtenir. Oui, c'est ça. Parce que vous avez travaillé donc sur un logiciel qui vous permet, vous allez expliquer ça mieux que moi, mais qui vous permet de mettre un chiffre, une donnée sur la valeur d'une œuvre d'art. Comment est-ce que vous avez travaillé ce logiciel? Ça fait combien de temps que vous travaillez dessus? Alors, on a réuni la première équipe là-dessus en 2018. D'accord. Ça fait quand même un moment maintenant. Depuis, on a déposé des brevets aux États-Unis sur ce qu'on a développé comme modèle d'IA. C'est une recherche qui est très très reconnue internationalement. On publie beaucoup, on est dans le scientifiquement très reconnu. La raison pour laquelle on s'est lancé là-dedans, parce que c'est pas simple comme problème à résoudre, c'est qu'on voyait un grand écart et une forme d'injustice à s'appuyer par défaut dans le monde de l'art sur les prix de vente aux enchères, c'est-à-dire les résultats publics de vente, pour évaluer le prix des artistes. Sachant que l'immense majorité des artistes, et pas que les artistes du dimanche, n'ont pas de résultats pertinents en fait, aux enchères dans les 5-10 dernières années. Et ça crée cette façon de s'appuyer exclusivement sur les enchères qui est en fait un phénomène historique. C'est parce que ce sont les résultats disponibles, accentue les biais. Oui. Que ça aggrave la situation économique et la perception de la valeur, par exemple, des artistes femmes ou d'artistes qui travaillent dans des domaines de médiums qui sont moins faciles à revendre, la vidéo ou l'installation, par exemple. Oui, parce qu'aujourd'hui, quand on parle de la cote d'un artiste, on dit regarde les ventes aux enchères et tu verras. En fait, c'est un peu l'offre et la demande. Ça met un chiffre. Voilà. Après, au-delà de ça, il y a quand même énormément de choses. Des prix en galerie, des prix... voilà. Et donc, c'est ça qui est intéressant avec votre modèle, c'est qu'il couvre énormément de spectres. Oui. Comment vous avez fait pour choisir justement les axes de travail et comment récolter ces données-là? Alors, le point de départ de notre approche, c'était de se dire, voilà, le marché des ventes aux enchères n'est pas le reflet de la juste valeur des artistes, puisque pour plein d'artistes, c'est un marché qui est muet, qui n'a rien à dire, en fait. Et ça donne donc l'impression que ces œuvres-là ne valent rien. Ça veut juste dire qu'elles n'ont pas été vendues aux enchères, parfois, et qu'elles ne sont donc pas présentes sur le marché. Ça ne veut pas dire qu'elles valent rien. Et donc, comment approcher cette valeur en l'absence de résultats aux enchères? Et on a fait un travail simple. En fait, on a parlé à des tas d'experts, à des tas de professionnels du marché de l'art. On a aussi, personnellement, Olivier Berger et moi-même, tous les deux, un parcours aussi à proximité des artistes et de l'art. Et on s'est dit, en fait, la seule approche possible, c'est l'histoire de l'art. L'histoire de l'art, ça consiste pas à regarder les prix, ça consiste à regarder les expositions. Ça consiste à regarder l'importance culturelle et historique d'une œuvre. Et ça, c'est très difficile à quantifier, mais c'est possible. C'est possible, mais il faut beaucoup de données. Donc, ce qu'on a fait, c'est qu'on est allé chercher des CV d'artistes, en gros, des trajectoires d'artistes. On est allé regarder s'il y avait une corrélation ou pas entre le prix d'un artiste, le prix de vente de ses œuvres, et les parcours. Et on a commencé à construire des prototypes, on a commencé à construire des modèles en 2017-2018, et on s'est rendu compte que oui, il y avait une logique dans ce marché, c'était même une logique absolument fascinante, où la valeur culturelle
est l'ancrage le plus robuste en fait de la valeur marché. Les valeurs marché qui n'ont pas d'ancrage culturel, donc dans la valeur culturelle, c'est-à-dire dans la reconnaissance institutionnelle et commerciale, sont des valeurs fragiles qui ont tendance à monter, descendre et parfois à s'écraser. Les valeurs de marché qui sont ancrées sur une très forte valeur culturelle, c'est-à-dire une présence dans les musées, dans les collections, une très grande présence aussi dans la connaissance de l'art, comme la plupart des gens qui s'intéressent au domaine, ces valeurs-là sont beaucoup plus solides à long terme. Et voilà, on a commencé à essayer de rendre à César ce qui revenait à César aussi, et dire, mais finalement, qui fabrique cette valeur? Tous les participants du monde de l'art qui présentent les œuvres et qui font partie de cette grande mécanique de filtrage de la qualité, mais aussi de développement d'une audience, d'un public pour les artistes. Et comment ça se passe du coup? C'est une exposition est pondérée ou comment vous calculez ça du coup? Ça sera à la fois facile et injuste, parce que le problème du monde de l'art, comme de tous les écosystèmes, c'est qu'il change. C'est pas une structure fixe. Il n'y a pas un organigramme du monde de l'art qui est le même en 1980 et aujourd'hui. Donc si on veut comprendre des carrières qui ont commencé en 1930 ou en 1970 ou même 1990 et aujourd'hui, si on veut les comprendre, il faut comprendre ce que voulait dire de montrer son œuvre à tel endroit en 1992. Et ça, c'est pas la même chose en 1992 qu'aujourd'hui. Et pour faire ça, en fait, il faut faire de l'analyse de réseau. Et ça permet de voir le marché et l'écosystème se développer et bouger et grandir comme un être vivant. Nos chercheurs, d'ailleurs, certains viennent de la biologie, parce qu'il y a beaucoup de vivants dans ce qu'on étudie. En fait, cet écosystème d'institutions, galeries commerciales, lieux d'art à but non lucratif, musées, fondations privées, font tous partie d'une forme de grand organisme vivant qui collabore en permanence. Et pour faire ça, de façon donc dynamique, pour être capable de comprendre le rôle dynamique de ces institutions, même si elles existent que pour 2 ans, mais qu'elles ont parfois un rôle très très important pendant 2 ans. Ça arrive dans des galeries commerciales de vivre très 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 peu de temps, mais d'avoir vraiment joué un rôle pour lancer une génération d'artistes, par exemple. On va être capable de voir le rôle qu'elles ont joué dans le réseau. Et ça, c'est de l'analyse de réseau, c'est tout ce qui s'appelle la théorie des graphes, etc. Et ça, c'est l'IA qui vous a fait tout ça. Donc, ça veut dire que vous donnez énormément d'archives à l'IA qui va tout analyser et vous permettre de mettre une fourchette. Comment ça se passe? Alors, on va analyser la carrière d'abord. Donc, l'IA va prendre en compte tous les signaux du marché, c'est-à-dire résidence d'artiste, prix, exposition dans tel et tel lieu, en compagnie de tel et tel artiste. Voilà, toutes ces histoires de cohortes aussi d'artistes qui sont importantes pour comprendre leur valeur. Tout ça, c'est calculé, on va dire, par des systèmes complexes qui sont empilés les uns sur les autres. On a aussi des modèles qui nous permettent de trouver les trous dans les CV d'artistes, c'est-à-dire dire c'est bizarre, pendant 4 ans, on n'a pas du tout d'exposition. Il faut la chercher, celle-là, parce qu'elle nous manque. Voilà. Donc, on a des tas de systèmes d'IA différents. Et puis, une fois qu'on a analysé la carrière, on va mettre en face de cette carrière au niveau mondial, donc on a à peu près un demi-million d'artistes. Ce demi-million d'artistes, on va mettre toutes ces carrières en perspective les unes par rapport aux autres, et on va mettre aussi les prix en perspective, donc prix de vente aux enchères. Qui sont affichés, on a des prix réalisés pour ce qui est prix de vente aux enchères et j'ai prix affichés pour les prix galeries. Parce qu'il y a des prix qui sont disponibles maintenant depuis que l'art a commencé à intégrer un peu le digital. Il y a des prix qui sont disponibles de façon publique. Et ça nous permet de comprendre où est le prix marché galerie, le prix marché enchère et le prix, ce que nous on appelle intrinsèque, la valeur de long terme qui est la valeur fondée sur la carrière. Et c'est vraiment une valeur culturelle qui est en général le point vers lequel convergent les valeurs. Quand on a des grands écarts entre ces 3 valeurs, ça veut toujours dire quelque chose de très intéressant. Et la plupart des artistes n'ont pas la même valeur intrinsèque, galerie ou enchère. Et toujours les enchères, il faut garder en tête que sauf pour les très très grands artistes, c'est-à-dire ceux qui ont un marché très solide et historiquement avec de la profondeur, si vous voulez, à part ces artistes-là, le marché enchère est un marché de liquidation. C'est-à-dire un marché où les prix sont très très souvent trop bas par rapport à la cote réelle de l'artiste. Et enfin, je pense que c'est intuitif. Je pense que ça vous viendrait jamais à l'idée de vendre votre appartement aux enchères, par exemple, ou votre voiture aux enchères. C'est ce qu'on fait quand on est en train de liquider. Oui. Ça se fait, mais enfin, en général, ce sont des liquidations judiciaires, des ventes judiciaires. C'est-à-dire qu'on sait que le prix de vente aux enchères d'un appartement aujourd'hui, c'est un prix qui est un prix qui est en gros 40% plus bas qu'un prix de vente sur le marché immobilier normal. Donc, dans l'art, c'est pareil. Les prix de vente aux enchères pour la plupart des artistes sont des prix qui sont coupés très très fortement et qui sont de ce fait considérés par les experts comme des prix grossistes, c'est-à-dire des prix auxquels vont acheter les marchands pour après travailler sur l'œuvre et puis la revendre. Et alors là, vous avez des différences entre donc prix enchères et prix galerie. Oui. Et ça, comment est-ce qu'on explique la différence? Alors,
elle peut être dans différentes directions. C'est-à-dire que vous pouvez avoir un prix de vente de valeur intrinsèque, c'est-à-dire valeur basée sur la reconnaissance culturelle qui est très haut, disons 100 000 Vous euros. pouvez peut-être donner un exemple Voilà. comme ça. Alors, par exemple, je prends François Morellet. François Morellet, c'est un artiste qui est typique des artistes mal décrits par les enchères parce qu'il ne fait pas de la peinture. Enfin, il a fait des œuvres en 2 dimensions, mais très très peu. Donc, on est sur l'installation, la sculpture, enfin, on est dans quelque chose de conceptuel, etc. C'est un très grand artiste français. Nous, dans notre classement de carrière, il est dans le top 0,08% mondial de reconnaissance. C'est un poids lourd. Mais alors, sa valeur enchère, elle est aux alentours de, pour une œuvre, on va dire d'un mètre par un mètre, 50 000 euros. Nous, en valeur intrinsèque, on calcule plutôt le double. On est plutôt à 100 000. Et la valeur marchand va être à peu près aussi aux alentours de 100 000. Donc, si vous voyez le prix enchère 50 000. Vous allez chez un marchand, vous voyez une pièce de François Morellet à 100 000, vous allez trouver que le marchand est cher. Oui. En réalité, le marchand est juste. Le marchand est complètement en adéquation avec la valeur intrinsèque. Donc, ça, c'est un exemple typique de ce qui se passe souvent pour des artistes qui n'ont pas de marché en chair parce qu'ils ont une carrière, ils ont une œuvre qui ne se prête pas beaucoup à être achetée, vendue, qui va être très dans l'institutionnel, par exemple, dans le monumental, etc. Inversement, les artistes femmes vont souvent avoir des valeurs intrinsèques plus basses, et même Yayoi Kusama, même des énormes pop stars, vont avoir une valeur intrinsèque plus basse que leur valeur marchande. Pourquoi ? Parce qu'historiquement, et on le voit dans toutes nos courbes de carrière d'artistes, les femmes ont eu une sorte de frein à être montrées institutionnellement. Et donc, c'est ce retard d'exposition en musée qu'elles ont accumulé dans les années 50, 60, 70 et encore récemment, fait qu'elles ont une valeur intrinsèque en termes de visibilité, de reconnaissance culturelle, qui est encore à la traîne. D'accord. Donc même Yayoi Kusama, même des grandes artistes femmes vont avoir souvent une valeur intrinsèque plus basse que la valeur marchande et que la valeur enchère. Voilà, donc c'est cette dynamique entre les 3 valeurs qui est intéressante pour vraiment retrouver la complexité de la valeur des œuvres et ne pas s'arrêter à la réponse un peu facile et souvent très qui crée une distorsion, on va dire, du marché en chair. Est-ce que du coup, comme vous arrivez à mettre plus de profondeur à une valeur, vous pouvez apporter une projection, parce que c'est vrai que vous travaillez beaucoup avec les assurances. Cette projection est très utile pour pouvoir mettre une valeur sur une collection, un inventaire, etc. Oui. Comment est-ce que ça peut se faire ? Alors évidemment, on ne va pas s'aventurer à donner la valeur future certaine d'une œuvre, mais en revanche, plus il y a d'ancrage, plus... Exactement. Ça permet d'avoir la perspective sur la valeur. C'est-à-dire qu'on va par exemple repérer dans des collections de 3, 4, 5 000 œuvres, dans des collections d'entreprises par exemple, un groupe d'œuvres, 15-20 œuvres, qui pose problème parce qu'elle n'est pas très bien documentée. C'est-à-dire qu'on n'est pas sûr du support, des dimensions, etc. Et qui en plus ont été signés par des artistes qui sont en forte croissance de carrière. Et quand on dit forte croissance de carrière, ce que nous on observe, c'est pas les ventes aux enchères, encore une fois, c'est les expositions, les résidences, la visibilité, les prix, surtout etc. quand ils sont jeunes, en forte croissance, ils n'ont pas forcément encore. Et puis on peut avoir aussi des croissances de carrière très fortes après le milieu de carrière. Tout d'un coup, il y a des artistes qui ont des paliers dans leur carrière. Et si on mesure un artiste qui est en forte croissance de carrière, dont l'œuvre est mal documentée et sous-assurée, on met une alerte en disant attention, ces œuvres-là, elles sont un petit peu, vous les avez un peu négligées parce que ce sont pas les 10 chefs-d'œuvre de la collection. Vous avez 10 000 œuvres, on comprend que vous pouvez pas tout regarder en détail. Mais là, il y en a 10 qu'il faut vraiment regarder parce que les artistes sont en forte croissance. L'œuvre est sous-évaluée en ce moment dans vos fichiers parce que elle a été achetée peut-être 10 000 euros il y a 20 ans. Aujourd'hui, elle en vaut peut-être 150. Donc, il faut quand même regarder les écarts. Donc, nous, on est là pour apporter on va dire de la perspective. Et aussi une sorte de tranquillité d'esprit aussi, de savoir que s'il y avait un problème, il aurait été détecté. Les autres valeurs, on ne crée pas forcément de problème aujourd'hui. En revanche, les artistes qui sont en accélération, il faut garder un œil dessus. Et puis après, ça a un gros impact aussi dans le marché de l'emprunt. Alors, c'est pas un marché très développé en France, mais ça l'est plus dans d'autres pays. Tout ce qui est utilisation de l'art comme collatéral. Là, on a besoin de comprendre quelle est la valeur future. Merci beaucoup Sophie Perceval. Je rappelle que vous êtes cofondatrice de Wonder AI. Merci de nous avoir donné toute cette approche et cette dimension du prix qui est très intéressante. Merci à vous toutes et tous de nous avoir suivis. C'était Arrêt Marché.